Chers internautes, bonjour, merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition d'Informatique News Hebdo, votre hebdomadaire dédié à l'actualité de l'informatique et des télécoms pour les professionnels. Et pour analyser et revenir sur l'actualité de la semaine, je suis comme chaque semaine en compagnie de notre rédacteur en chef Guy Hervier. Bonjour Guy. Bonjour Jean-François. Alors Guy, cette semaine, encore une actualité, ma foi, assez fournie. Premier événement, j'allais dire, un peu d'histoire, hein, puisque c'est la cession de Xerox au japonais Fuji. Donc Xerox, c'est quand même un acteur, je vais le redire, hein, historique du secteur, mais qui est quand même, je pense qu'on va en parler, passé à côté de pas mal de choses, dont il était pourtant à l'origine, on pense au fameux Palo Alto Research Center. Research Center, enfin, je vous laisse... Oui, c'est un pan d'histoire qui se refait. Hein, c'est un peu grandeur et décadence d'un géant de l'informatique. Effectivement, donc l'annonce c'est que Fujifilm, par l'intermédiaire de sa filiale Fuji Xerox, c'est une co-entreprise. Hein, voilà, co-entreprise Fuji et Xerox, prend le contrôle de Xerox. Et donc avec à la clé des économies de l'ordre de 500 millions de dollars par an, à commencer dès 2018, poste, hein. Et puis on parle de 10 000 suppressions de postes, donc évidemment c'est un peu un coup dur pour Xerox. Et effectivement Xerox était quand même une star, d'ailleurs on reviendra sur ce mot star un peu plus tard, une star de l'informatique, même si c'était un peu éloigné sur les photocopieurs, mais enfin c'était quand même un acteur assez important et prestigieux, qui a eu une évolution un peu chaotique, je dirais, ces 10 dernières années, puisqu'il y a eu en 2009 la volonté d'évoluer de la vente de produits à la vente de solutions et de services, surtout de services. Et ça, c'est une évolution qui a été prise par beaucoup d'acteurs dans le secteur. Pour Xerox, c'était sans doute un peu plus difficile parce que les photocopieurs, pour ajouter du service, bon, évidemment, il y a tout ce qui est outsourcing et tout, mais bon, c'est pas évident. C'est des cultures d'entreprise qui sont très différentes. Donc, toujours est-il qu'en 2009, Xerox rachète la société texane ACS, donc spécialisée dans l'outsourcing, pour un peu plus de 5 milliards de dollars, avec donc cette idée d'évoluer vers le service. Et puis, on arrive alors quelques années plus tard, Xerox cède une partie de ses activités à Atos, donc on parle de 10 000 salariés. Donc cette fameuse partie ACS en fait, hein, à peu près une partie de cette partie ACS. Et puis un petit peu plus tard, quelques années plus tard, donc c'était en 2017, dans une tendance aussi qui avait été prise par un certain nombre d'acteurs, donc HP pour le citer, où finalement cette idée d'aller vers le service, on fait machine arrière toute, et donc Xerox se redivise en deux sociétés, donc l'activité service, donc qui provenait de ACS est rebaptisée Conduent, donc c'est 90 000 salariés, et puis de l'autre côté Xerox traditionnel, historique si je puis dire, 40 000 salariés dans la vente de solutions de photocopie et de gestion du document. Voilà, gestion du document, ça fait mieux. Donc une évolution un peu chaotique, et donc pour en arriver à un an plus tard, au fait que Fujifilm, donc le japonais, prend le contrôle de Xerox. Et ça s'est fait évidemment sous l'impulsion de deux actionnaires, dont l'un est connu, hein, c'est Carl Icahn. Carl Icahn, ça fait 15 ans qu'il est en train de sévir sur les différents marchés et pour différents... Il avait essayé, vous vous souvenez, pour Apple, mais bien pour sûr, plein d'autres. Pour Apple, ça n'avait pas marché, mais pour d'autres, ça avait marché. Donc ces deux-là, ils avaient 15% du capital de l'entreprise, et donc ils ont mis la pression, et ça a fini par marcher, entre guillemets, si je puis dire. Alors Xerox, vous l'aviez rappelé, hein, c'était quand même un des laboratoires de recherche les plus prestigieux, il fut un temps, donc c'était le fameux parc Palo Alto Research Center.
Research Center, donc situé à Palo Alto, comme son nom l'indique, et qui avait été dans les années 80, donc un petit peu avant d'ailleurs, à l'origine de tout un tas d'innovations technologiques qui ont marqué le secteur. Donc la souris, ça peut paraître un peu basique, mais c'est quand même c'est l'outil qu'on utilise presque le plus tous les jours, avec le multifenêtrage, avec le réseau Ethernet, et donc tout cet environnement, je vous dis, graphique qu'on connaît, qui a été repris par un acteur qu'on connaît bien. Apple, c'est effectivement Palo. Et d'ailleurs, je me souviens d'avoir vu il y a de nombreuses années des machines Xerox avec ces fameux environnements fenêtrés. Elles n'ont pas été vendues beaucoup. Non, mais c'était les fameuses machines Star. Donc, et je me souviens d'une NCC en 81 où ça paraissait, on était encore à l'époque des PC un peu basiques, pour le coup, avec des écrans membres, des choses caractères, etc. Et tout d'un coup, on avait l'impression d'entrer dans l'informatique du futur, qui finalement est encore presque l'informatique d'aujourd'hui. De ce point de vue-là, bon, il y a les fameux chatbots. Enfin, il y a eu quelques innovations, mais de ce point de vue, paradigme, en tout cas, de navigation n'a pas beaucoup changé. Donc, et malheureusement, Xerox n'a pas vraiment profité de toutes ces innovations. Elles auraient été utilisées par le secteur, donc c'est très bien, mais en tout cas, l'entreprise elle-même ne les a pas utilisées. Bon, c'est un peu dommage, et donc on en arrive à la solution d'aujourd'hui, qui est la reprise par le japonais. Alors, si on était dans les années 80, ce serait un peu inquiétant, parce que dans les années 80, il y avait vraiment cette effervescence du Japon qui allait prendre le pouvoir. Donc là, les entreprises japonaises ont elles été aussi impactées par la crise des années 90, et puis donc sont un petit peu moins présentes, mais bon, néanmoins, c'est quand même ce japonais qui a été créé en 1934, donc spécialisé dans tout ce qui est matériel photographique, qui prend le contrôle de... Sachant que je crois que le hardware des copieurs Xerox venait en fait de Fuji, si j'ai bien compris. Oui. C'est ça, en fait, ils récupèrent un retour entre guillemets aux sources. Très bien. Écoutez, je ne suis pas sûr qu'on aura l'occasion de revenir sur ce sujet, donc en tout cas, ça c'était un point d'histoire qu'on devait traiter. Autre sujet, alors je veux dire, pour le coup, c'est un sujet récurrent, mais qui va sûrement interpeller nos lecteurs, c'est le sujet des salaires dans le secteur informatique. J'allais dire, la hausse continue, pour résumer un peu la situation face à la difficulté de trouver des candidats, notamment dans des thématiques un peu précises, je pense à la sécurité. Forcément, c'est tout bénéfice pour nos lecteurs, en tout cas pour ceux qui cherchent un nouveau job. Effectivement, donc c'est une enquête c'est l'enquête annuelle qui est publiée par le cabinet Hay, qui est spécialisé dans tout ce qui est ressources humaines, qui a été fait en partenariat avec le site Région Job. Donc c'est une enquête annuelle et c'est sur des moyennes. Alors là, évidemment, on peut se reporter à cette enquête, il y a plein de chiffres, etc. Et puis après, il y a les moyennes et puis la situation de chaque personne qui va dire « Ah bah non, mais moi, finalement, j'ai pas eu l'augmentation dont on parle, etc. » Mais je dirais que c'est une tendance générale. Et effectivement, comme vous l'avez indiqué, donc la situation des salariés en informatique est plutôt bonne. C'est en fait le résultat assez simple d'une tension assez forte sur les métiers, qui est assez, qui est un peu différencié en fonction des disciplines ou des spécialités. Comme vous l'avez indiqué, donc tous les spécialistes sécurité, et c'est vrai que quasiment chaque semaine on parle de la sécurité, les spécialistes sécurité sont extrêmement bien lotis, puisque dans certains cas, ils peuvent arriver quand ils ont l'expérience qu'il faut, ils peuvent arriver à des salaires qui correspondent aux salaires des DSI. Donc c'est quand même... c'est une sacrée évolution, parce que c'était quand même pas forcément... Non, il fut un temps où c'était une fonction très technique, enfin qui était un peu, je dirais, un peu à l'écart, et là on est vraiment au centre, et on en a besoin, et bon, il y a beaucoup d'écoles qui en forment, il y a pas mal de spécialisés qui arrivent sur le marché, mais il y a une telle demande que... Bon. Donc ça, c'est le premier élément. Deuxième, c'était chef de projet AMOA, donc assistance à maîtrise d'ouvrage. Ouais, c'est plus classique. Donc là, c'est un peu plus classique. Mais bon, ça veut dire que finalement, les entreprises ont besoin d'aide dans la mise en œuvre de leurs projets face aux maîtrises d'œuvre. Donc ça, c'est clair. Et puis, il y a les emplois classiques DBA, donc administrateur base de données. Donc ça, c'est
c'est je dirais un poste un peu plus traditionnel, mais qui a toujours le vent en poupe, un peu moins payé, mais que la sécurité, mais qui avec l'expérience peut progresser. Et surtout les bases de données, c'est plus les bases de données d'aujourd'hui. Hein, ce n'est plus que le SQL de base. C'est plus les oracles des années 80. On a bien changé. On a reçu la semaine dernière Snowflake. Snowflake. Donc les choses ont bien évolué avec toutes les bases de données analytics, etc. Donc le métier a bien changé. Et puis il y a évidemment les fameux administrateurs réseau. Donc eux aussi ils tirent assez bien leur épingle du jeu. Donc ça c'est une première chose. Donc salaire avec une bonne évolution. Et puis cette enquête donne aussi la rémunération des informaticiens indépendants, parce qu'il y en a, hein, des freelancers. C'est clair, et elle donne une fourchette pour le fameux taux journalier moyen, qui évolue entre de 420 à 570 euros par jour. Alors si on ramène ça au taux horaire, en fait ça fait de 50 à 70 euros de l'heure, et je ne sais pas, mais quand vous allez faire réparer votre voiture et que vous voyez le taux horaire du garagiste affiché, finalement on est dans des choses qui sont à peu près voire même inférieures. Hein, oui. Donc bon, c'est bien, mais c'est pas extraordinaire. Bon, sachant que l'informaticien indépendant, il n'a pas évidemment, il est tout seul, il a pas d'outils particuliers, enfin il n'a pas d'infrastructure à gérer, etc. Bon. Et donc l'autre point aussi que met en évidence cette enquête, c'est que ces informaticiens indépendants, ils sont plutôt mieux rémunérés. Enfin, ils s'en sortent plutôt mieux que les salariés. On donne une fourchette de 30%. Bon, évidemment, l'écueil de ça, c'est que c'est quand même beaucoup plus il faut gérer l'intermission. Hasardeux. C'est-à-dire que c'est bien tant qu'on a un ou deux, trois clients de front, mais c'est pas évident qu'on arrive à gérer l'intercontrat. Quand on est salarié, on se pose pas la question. Donc, bon, en tout cas, ils s'en sortent plutôt bien. Et comme le secteur se porte assez bien, pour l'instant, bon, être indépendant, c'est une solution qui est tout à fait notamment par rapport aux salariés qui sont ESN, finalement, la question peut être posée de ce genre de stratégie d'emploi. Très bien, bah écoutez, ça pour le coup sera sûrement un sujet sur lequel on aura l'occasion de revenir, mais en tout cas là pour le coup c'est une façon positive de débuter l'année avec des bonnes nouvelles. Pour continuer, on parle de Cisco qui, j'allais dire, se met enfin au conteneur, hein, si j'ai bien compris, et qui pour ça va être compatible avec, alors je sais jamais bien le dire, Kubernetes, je crois que c'est ce qu'on doit dire, comme ça qu'on le dit en anglais, qui est la technologie container de Google. Voilà, c'est ça. Donc effectivement, c'est l'annonce de la semaine dernière qui a été faite par Cisco, qui fait le choix pour sa solution conteneur plateforme, donc a fait le choix de Kubernetes, qui est la solution open source qui a été développée par Google. Et donc en choisissant cette plateforme d'administration des containers, rejoint déjà une palette très large. Hein. Il y a AWS, il y a Microsoft, il y a OpenStack, il y a Nutanix. Enfin, maintenant c'est très. Donc en gros, ce Kubernetes devient un standard de facto du marché. Et donc avec cette solution qu'a retenu Cisco. En fait, il y a deux populations qui sont visées. Il y a les développeurs qui en fait ont envie de finalement développer dans le domaine open source, donc qui retiennent cette solution de Google. Et puis il y a les administrateurs donc informatiques qui veulent pouvoir mettre en place de manière un peu automatisée, parce qu'en fait c'est ça le problème des conteneurs. Sur le papier c'est très bien, et quand on connaît le cycle de vie des conteneurs qui apparaissent, qui disparaissent, on en a des milliers en même temps, il faut pouvoir gérer tout ça et ça devient extrêmement compliqué. Donc sans outils d'administration et d'automatisation, c'est pas possible. Donc je dirais que Cisco on revient sur son cœur de métier, l'administration de technologie réseau. A priori, cette solution-là va être utilisée sur l'ensemble de toutes les activités que propose Cisco. Donc bon, c'est pas très surprenant, mais enfin, c'était quelque chose qui était à mentionner. Très bien. Et puis, pour conclure l'actualité de la semaine passée, mais de la semaine à venir, et sûrement peut-être des mois à venir,
on aurait pu d'ailleurs, je pense, ouvrir sur ce sujet, hein. C'est les rumeurs autour de Dell EMC, avec, a priori, des difficultés de soutenabilité de la dette, puisqu'on sait qu'elle pèse pas loin de 50 milliards hein, de mémoire. Hein. Et donc il y a des rumeurs de montage financier, d'ailleurs un peu curieux, puisqu'on parlait d'un rachat de Dell EMC par VMware. Oui. Alors, il y a plusieurs choses. Ouais. Effectivement, donc on rappelle, sans faire tout l'historique de Dell, donc Dell a eu 2 décisions importantes, c'est racheter EMC, donc c'est le plus gros rachat, hein, 65 milliards, le plus gros rachat du secteur, et sortir de la bourse. Donc ça, c'était 2 choses importantes. Avec comme résultat une dette considérable qui, même si elle a été remboursée en partie, reste à hauteur de 46 milliards de dollars. Donc c'est énorme. C'est énorme. Et donc la question c'est est-ce que, comme vous le disiez, le terme exact c'est est-ce que c'est soutenable, est-ce qu'on peut continuer comme ça, donc les informations les rumeurs hein, pour l'instant ça a été sorti par le Wall Street Journal, le Forbes et Fortune, les magazines américains, et donc l'idée ce serait que, alors il y a plusieurs scénarios possibles. Il y aurait l'un où, en gros, Dell EMC rachèterait VMware pour le recéder en bourse. Donc, on rappelle que Dell EMC a 80% de VMware et a toujours bien dit que VMware était une activité un peu particulière, c'est-à-dire que comme VMware, par nature, doit travailler avec l'ensemble des fournisseurs du secteur, évidemment, il doit avoir une proximité pas trop étroite avec Dell EMC. Donc, c'est vrai que VMware restera toujours avec une situation un peu singulière. Donc, est-ce qu'il y a cette idée de le racheter pour le remettre en bourse ensuite, ou remettre une partie de l'ensemble Dell EMC avec VMware en bourse pour récupérer du cash et refinancer la dette. Donc ça, pour l'instant, toutes les options sont sur la table. Et puis il y a un petit complément de tout ça, qui est la cession de Pivotal, donc l'acteur dans le domaine du PaaS, hein, pour le développement, déploiement d'applications, qui rapporterait entre 5 et 7 milliards. Donc ça ne résout pas tout le problème, enfin on prend au passage. Ce qui est quand même un peu étonnant, c'est que alors, en fait, les faits sont têtus, hein, la dette est là et donc il faut traiter ce problème. Si la dette n'existait pas, il est vraisemblable qu'on ne discuterait pas de tout ça, puisque le discours des responsables de Dell, c'était vraiment de dire sortir de la bourse, c'est bien, la position de VMware, c'est parfait, Pivotal, c'est vraiment quelque chose de très, très important. Donc, tout ça contredit un peu, toutes ces rumeurs contredisent un peu le discours, mais la réalité est là et il faut bien résoudre le problème de la dette. Et donc, on ne peut pas s'empêcher de ne pas faire le parallèle, puisqu'on soit à Avaya cette semaine. Avaya, c'était la restructuration la mise sous le chapitre 11, c'était vraiment ça, c'était la restructuration de sa dette, parce que l'entreprise, finalement, était saine. En tout cas, une exploitation positive. Hein. Absolument. Donc, un cash flow très très positif, et donc il y avait une restructuration de la dette qui s'imposait. Donc pour Dell ça s'impose. Maintenant, quelles seront les solutions qui seront retenues? Ça, effectivement, comme vous le disiez, c'est pour ça ce sera la suite au prochain épisode. Les semaines prochaines, peut-être il n'y a pas urgence, mais en tout cas c'est une solution qui doit être trouvée, je dirais peut-être dans l'année 2018. Oui. En tout cas, on ne restera pas dans ce statu quo, ça c'est certain. Très bien. Et puis pour, j'allais dire, conclure notre traditionnelle rubrique coup de cœur, coup de gueule. Et la semaine dernière, vendredi, hein, Apple annonçait ses résultats, j'allais dire, comme toujours, faramineux, hein, plus de 88 milliards de dollars de chiffre d'affaires, ça dépasse tout l'entendement, entre guillemets. Effectivement, c'est faramineux. Rappelons que Apple, c'est la première capitalisation boursière. Alors ça dépend, hein, parce qu'il y a des fluctuations, mais je dirais qu'en tendanciel sur ces dernières années, c'était Apple qui frôlait les 1000 milliards de dollars. Donc on n'imagine pas, on imagine assez mal quand on est à des chiffres pareils. Donc un trimestre vraiment excellent. Alors ce qui est intéressant, c'est donc ça c'est le côté positif. Hein, Apple a vendu un peu moins d'iPhone, 77 millions.
ce qui en un trimestre c'est quand même beaucoup. Pas mal. Mais disons que les analystes attendaient 80 millions. 78, un petit peu moins les analystes attendaient 80 millions. Que la fois d'avant, mais ça veut dire que le panier moyen a largement augmenté. Quand on voit le prix de l'iPhone 10, on comprend le résultat. Bon, ça veut dire que l'iPhone 10 a bien marché. A bien marché, et l'iPhone d'ailleurs est remonté dans le chiffre d'affaires, 70% quasiment. On avait mis en évidence ce qu'on présentait un peu comme une faiblesse en disant mais qu'est-ce qui va se passer quand il se trouve qu'en Chine la position d'Apple est excellente, les ventes d'iPhone en Chine ont été bonnes. Alors on avait quelques doutes parce qu'on disait les concurrents chinois ils vont un jour ou l'autre avoir la peau d'Apple. Pour l'instant, donc c'est pas pour tout de suite. Et puis dire être dépendant d'un produit, c'est pas très bon parce que ça peut pas durer éternellement. Et malgré tout, Apple arrive avec les nouvelles générations d'iPhone arrive à prolonger le cycle encore plus loin. On est à 1,3 milliard d'iPhone installés, la base installée. Donc c'est quand même énorme. Donc ça c'est l'aspect positif. Et puis l'aspect négatif c'est toujours on va dire les mauvais comportements d'Apple. Donc il y a l'action de l'association HOP là, pour l'obsolescence programmée dont on a parlé il y a quelques semaines. Et puis il y a les fameuses pratiques fiscales. Voilà. Alors on parle d'optimisation, mais c'est vraiment de l'évasion fiscale qui a été mis en lumière ces derniers temps avec la réforme fiscale aux États-Unis et les annonces qui ont été faites par Apple suite à ça, où en gros l'idée, quand on regarde dans le détail, donc l'idée c'est que Apple va rapatrier ses bénéfices offshore aux États-Unis et donc va payer ses impôts. Mais quand on voit donc ça déjà, on peut se dire, quand on voit là sur les 88 milliards, on a un bénéfice net de 20 milliards. Donc non seulement c'est une entreprise qui marche bien, mais qui en plus très profitable, se comporte comme un mauvais citoyen, on peut le dire clairement. Et donc quand on voit les conditions qui ont été faites dans ce rapatriement, en gros alors ils ont dit on va payer 38 milliards puisqu'ils vont être taxés au nouveau taux de 15%. Mais en fait les conditions qui sont faites par l'État américain c'est absolument invraisemblable puisque c'est échelonné sur 8 ans, sans intérêt. Donc en gros c'est vraiment un pont d'or. Si on donnait ces conditions-là à des particuliers, on serait extrêmement content. Donc il y a toujours ces deux côtés d'Apple, et finalement c'est difficile de faire une synthèse de l'entreprise pour avoir une image unique de l'entreprise. Entre la bonne performance et les comportements citoyens qui sont, on va dire, poliment discutables. Très bien, écoutez Guy, merci de cette synthèse. Je vous propose à nos lecteurs, si ça les intéresse, de continuer de visualiser notre émission de la semaine, l'invité IT avec Erwan Salmon, qui est le directeur France d'Avaya, qui, on l'a évoqué, un nouvel Avaya, puisque après la sortie du Chapter 11, donc c'est l'occasion de faire le point avec lui sur toutes ces nouvelles technologies qui sortent autour des communications unifiées, évidemment de la situation de l'entreprise. En attendant, je vous souhaite, et Guy aussi bien sûr, une excellente semaine, et vous me propose de vous retrouver la semaine prochaine, même lieu, même heure, pour une nouvelle édition d'Informatique News Hebdo. À très bientôt, merci.